Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'organisation du DCE Ordinary Level placée sous haute surveillance militaire dans les régions anglophones. Malgré ce dispositif, de nombreux candidats ont brillé par leur absence dans les localités en proie à des tensions. Par contre, ils étaient en civil pour affronter les épreuves de cet examen du sous-système éducatif anglophone dans les centres urbains des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous prendrons également le pool des candidats qui affrontent pour la première fois le baccalauréat de l'enseignement général, session 2018. La nomination d'un nouveau directeur général des élections est loin de rassurer l'opposition, le SDF, qui dénonce une démarche visant à mettre cette institution au service du RDPC. Le parti au pouvoir s'en défend. La classe politique réagit. À suivre dans ce journal, la réaction du vice-président de l'UDC, Cyril Sambaka, est l'invité du 20h ce jour. Nous parlerons également économie avec l'ombre du gendarme financier international qui plane sur la préparation du budget session 2019. Le gouvernement qui s'engage à respecter les recommandations du FMI. On en parle dans le chapitre économie du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'organisation du DCE Ordinary et Advanced Level placée sous haute surveillance militaire dans les régions anglophones. Malgré un tel dispositif, ils sont nombreux des candidats qui ont brillé par leur absence dans des sous-centres d'examen qui ont été installés dans des localités en proie à des tensions depuis plusieurs mois. Par contre, ces candidats étaient nombreux en civil dans les sous-centres d'examen installés dans les principaux centres urbains des régions anglophones. C'est le constat que font nos différents bureaux de correspondants à Buea, Bamenda, Muyuka avec Eric Martial Ndiomo dans ce reportage. C'est sans uniforme que de nombreux candidats au DCE O et A-Level se sont rendus dans ce centre d'examen de la ville de Buea. Ils évitent ainsi d'arborer leur tenue pour des raisons de sécurité. Au premier jour de l'examen, de nombreux centres affichaient des taux d'affluence au-delà des espérances des autorités administratives dans le chef-lieu de la région du Sud-Ouest. Cette deuxième session du General Certificate of Education dans un contexte de crise anglophone a été sérieusement perturbée à Muyuka, dans le seul centre d'examen de cette localité du département du Fako. Pendant près d'une heure, on a assisté à des échanges nourris de coups de feu entre sécessionnistes et soldats de l'armée autour de ce centre. Les épreuves de l'après-midi ont été annulées et selon certaines informations délocalisées pour la suite. Dans le nord-ouest, les centres d'examen ont été fortement militarisés. Ici à Kumbo et dans ce collège, de nombreux candidats ont brillé par leur absence. Le lycée de Fundong, dans le département du Boyo, a vu son bloc administratif réduit en cendres après la première journée. La sécurité a également été renforcée à Loum, localité voisine, avec des villes en proie, des tensions dans les régions anglophones. La présence massive des candidats venus de ces régions a poussé les autorités à renforcer la sécurité. Également, un dispositif de contrôle a été mis en place dès l'arrivée des candidats qui doivent affronter les premières épreuves de cet examen du sous-système éducatif anglophone, mais aussi le baccalauréat de l'enseignement général. Des précisions avec Jacquino Molon et Gladys Sidi. C'est parce qu'aucun élève avec boîte académique, lotus, mouchoir, tout ça doit rester. Fouille systématique pour tous les candidats qui frappent aux portes de l'enseignement supérieur. Ceux qui affrontent le DCE O-Level et le DCE Advanced Level dans la ville de Loum, département du Mungo, viennent pour certains de la région du sud-ouest. En raison des fortes tensions qui perdurent dans les zones anglophones, plusieurs centres d'examen ont été délocalisés. On a eu peut-être quelques frayeurs concernant les centres d'examen qui ont été délocalisés. Ce pas les centres qui devaient être à Tombelle, à Bangam et consorts, en ce qui concerne le DCE bien sûr. Mais nous avons déployé un dispositif approprié. Je suis très ravi, très satisfait de ce que tout se déroule dans la sérénité.
Je crois que tout va se dérouler normalement et on va finir dans la satisfaction. Le lycée bilingue de Njombe a été désigné pour la première fois comme un centre d'examen pour les candidats au DCI. Tous les 84 candidats inscrits ont répondu présent. Cette session d'examen, nous avons obtenu un centre de composition de GC Ordinary Level. Nous avions inscrit 84 candidats et tous les 84 sont présents. Pour le baccalauréat de l'enseignement général qui a débuté un jour après le DCI, au sous-centre du lycée bilingue de Njombe, une absence a été enregistrée. Et au baccalauréat, nous avions inscrit 232 candidats, 231 sont présents. Ils se composent dans la sérénité, il n'y a pas de souci. Le nombre d'absences est un peu plus élevé au lycée de Loum. Sur les 506 candidats, pour ce qui est du sous-centre du lycée de Loum, nous avons 4 absents. Et jusque-là, pour des raisons que nous ne maîtrisons pas. Il y a quelques cas d'oubli de récépissé et de carte d'identité scolaire. Les candidats ont été autorisés à entrer en salle. Des candidats déterminés pour la plupart à réussir. Ils n'ont pas de stress. Quand aborder les épreuves avec une sérénité totale. 9 mois à travailler. Et à la fin, on veut réussir, on doit réussir. Réussite ou échec, on n'en est pas encore là. Les épreuves s'étaleront sur plusieurs jours et seuls les résultats permettront de déterminer qui sera désormais appelé étudiant. Quelques irrégularités ont perturbé l'organisation du baccalauréat de l'enseignement général dans des sous-centres d'examen installés dans la capitale économique du Cameroun, entre absence de quelques candidats et l'absence des matricules des candidats venus composer. Les différentes autorités en charge de ces examens ont tenu à rassurer les candidats et ont pris des mesures palliatives pour éviter des perturbations durant cette semaine consacrée à cet examen du baccalauréat de l'enseignement général, session 2018. C'est le constat que font nos reporters François Adikoumé et Xavier Foka. Au lycée bilingue de Bobongo, Petit Paris, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, l'heure est à la concentration des candidats face aux premières épreuves. Ce mardi matin, ils font appel à leurs connaissances pour traiter des problématiques littéraires et philosophiques abordées en ce premier jour du baccalauréat, session 2018. Quelques incidents sont à relever ici. Nous avons 802 candidats pour toutes les séries du baccalauréat général. Et parmi eux, il y a 7 absents. Vraiment, il y a 3 candidats qui sont arrivés qui n'avaient pas le nom sur la liste qu'on a gérée dans une salle. Il a fallu ensuite passer à la vérification de leurs récépissés d'inscription et des cartes scolaires. Il faudra à présent attendre que l'Office du baccalauréat du Cameroun table sur chaque cas après que les rapports lui soient parvenus. Après un début stressant, si certains candidats sont un peu dubitatifs, d'autres par contre pensent qu'ils ont le pied à l'étrier. L'épreuve qu'on vient de composer actuellement, c'est l'épreuve de littérature. Moi particulièrement, j'ai pris le sujet de type 1, commentaire, concrétion de texte et discussion. Parce que c'est le sujet que je trouvais le plus abordable. On vient de composer philosophie. Ils peuvent être abordables, ils peuvent être abordables, surtout pour celui qui a appris. Pour moi, l'épreuve était facile. L'après-midi est réservé à la langue française et à l'informatique. L'examen débuté ce jour s'achève le 2 juin 2018 par les épreuves théoriques d'éducation physique et sportive. Dès l'entame du baccalauréat, des candidats affichent leur optimisme face aux épreuves de littérature et de philosophie. Ils estiment avoir trouvé les problématiques justes et rédigé les argumentaires qui leur garantissent les premières moyennes. Cependant, les épreuves les plus redoutables sont à venir au cours de cette semaine consacrée au baccalauréat. Nos reporters Joël Essenge et Ike Cyril ont pu capter l'ambiance au lycée général Leclerc à Yaoundé. Reportage. Le son de cloche qui annonce la fin de la première épreuve au centre écrit du lycée général Leclerc de Yaoundé. Les candidats de la série D du baccalauréat de l'enseignement secondaire général devaient traiter
l'un des 3 sujets de philosophie au choix. Moi j'ai traité le sujet croix, philosophie, où on nous parlait, le sujet portait sur le travail. Je voulais savoir si le travail n'était qu'un acte humain, oui, dans le lycée personnel. Et il fallait aussi répondre aux questions. Après 3 heures de cogitation, depuis le lancement de l'épreuve, les candidats affichent leur optimisme. La première épreuve, elle était abordable. Le but, c'est de faire son mieux à chaque fois pour passer. Je suis très optimiste pour la suite. Les candidats de la série mixte, A4 arabe, A4 chinois et A4 italien sont encore en salle. Ils composent en littérature française. Au centre écrit du lycée général Leclerc, l'on assure que tout est mis en œuvre pour éviter toute perturbation dans le déroulement des épreuves. On attendait 879 candidats. On en a reçu 858, dont 21 absents. Et on a 10 séries. Série A1, A2, A3, A4. Ils se divisent en séries allemand, espagnol, arabe, italien, chinois. Et on a aussi la série C et D. Depuis le matin, on n'a pas de problème. La journée est ensoleillée, les candidats sont disciplinés, ça se déroule bien. S'il marque la fin du cycle secondaire, le baccalauréat est également considéré comme le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Au centre écrit du lycée général Leclerc de Yaoundé, comme ailleurs au Cameroun, des milliers de candidats sont à l'assaut de ce parchemin. Précisons qu'une pluie torrentielle a provoqué des inondations en plein centre-ville de Yaoundé cet après-midi, l'avenue Kennedy, l'Institut français et la poste centrale, ainsi que plusieurs boutiques ont été submergées. Le niveau du Foundi a atteint son pic. Selon des photos qui circulent, les travaux d'aménagement de ce fleuve, de cette rivière du Foundi, se poursuivent à un rythme peu satisfaisant selon les populations. La gendarmerie qui saute sur des jeunes activistes se trouvant sur le site où devait être érigé le monument de Ruben Oumniobé, des jeunes activistes qui sont retrouvés autour de l'un des promoteurs de cette initiative visant à débarrasser ces rites de protestation menés quelques jours plus tôt par le canton Mbel qui s'offusquait de cette initiative de la communauté urbaine de construire sur cette place à Bonapriso, dans le 1er arrondissement de Douala, le monument de Ruben Oumniobé, la gendarmerie qui est venue disperser ces jeunes ce matin dans la capitale économique du Cameroun. Reportage Mitterrandam et Kate Diarra. Fin de matinée mouvementée pour le nationaliste André Blaise Sama, ainsi que la dizaine de jeunes venus lui prêter main forte au lieu-dit avenue Ruben Oumniobé. C'est quel désordre que vous l'avez saisi de l'autorité? Nous sommes en train de... Vas-y, je veux personne. Vas-y, on va voir ça après. Non. Allez faire votre bordel là, on ne fait pas ça. Vous voulez que vous cassez l'économie là, hein? Alors qu'ils étaient en pleine séance de nettoyage du site destiné à accueillir le monument du nationaliste, ils ont été dispersés par les forces de maintien de l'ordre, venues rétablir le calme dans une zone où il était devenu presque impossible de circuler. Une action critiquée par la foule de curieux présents qui n'a pas hésité à applaudir André Blaise Sama. Bien avant la descente de la gendarmerie, le petit groupe était occupé à débarrasser le site de tout ce qui avait été déversé samedi dernier par les représentants du canton Mbel, ce malgré les menaces proférées à l'endroit de quiconque y entrera de nouveau. Lorsque vous avez une sincérité dans votre agissement, personne ne peut être inquiété d'aimer ses parents. Je ne peux pas avoir peur d'aimer mes parents. Pour Sama, le vivre ensemble, au-delà de toute considération politique, devrait être une réalité. Je ne suis pas entré en prison pour Oumniobé, Douala Mangabel, Ernest Wandi, Félix Moumié et toutes ces personnes pour que nous soyons incapables
de faire la part des choses. Nous devons honorer nos ancêtres où qu'ils se trouvent sur le périmètre camerounais. Moi, je serais content d'être ici avec le monument de Douala Mangabel. Ça ne me dérangerait pas. C'est à nos papas d'être très nationalistes et de comprendre que la profondeur du nationalisme, la raison nationaliste doit être au-dessus de la raison tribaliste ou le repli identitaire. Nous sommes en train de parler de vivre ensemble. Au cours de la séance de nettoyage, on a pu apercevoir un jeune, dans une posture héroïque, trôner en lieu et place du monument de Ruben Oumiobe, cependant de nombreuses heures, malgré la violence du soleil. L'arrivée de la gendarmerie le fera finalement descendre de son trône pour rejoindre les autres sur le bord de la route. Restons à Douala où un camion est encore impliqué dans un grave accident. Il s'agit d'un camion qui a perdu l'usage de ses freins et a foncé sur une maison. Et sur son passage, il a percuté un conducteur de moto et une dame. Une partie de la maison a été détruite. Les occupants de la maison ont vécu la peur de leur vie. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Le récit des faits avec François Dikoumé et Xavier Foka. Deux blessés, le conducteur d'une moto et sa cliente, des téléviseurs cassés, des murs effondrés. C'est le bilan de l'accident survenu ce mardi matin au lieu du carrefour 3 morts à Douala. Nous, on était encore en train de dormir. Il faisait 5 heures du matin. Quand nous avons entendu le bruit, boum, c'est comme si c'est la bombe qu'on a lancée dans la maison. J'ai demandé à mes enfants de se réveiller. Quand on s'est levé, on sort, on trouve le camion sur le mur de la maison. Il a déjà percé le mur de la maison. On est sorti. Quand on est sorti, on a continué, on a trouvé un monsieur qui était couché ici, là. Et la roue de la voiture était en haut de la moto. Et il y a une dame aussi qui était couchée. Donc la dame, c'était une cliente. Elle était couchée là. On les a pris, on les a amenés à l'hôpital parce que la dame en question, elle a eu le choc au pied. C'est parce que son pied est cassé. Et le Bensikina n'arrivait plus à parler. Informé de la situation, le frère aîné du conducteur de moto que nous n'avons pas pu avoir s'est rendu sur le théâtre de l'accident après être passé par l'hôpital. Lui, il dit il était en train de rouler. Directement, le camion a perdu. Il paraît que le camion a perdu le frein de l'autre côté. Directement, il a braqué devant lui subitement. Et là-dessus, là, il n'arrive pas à expliquer vraiment comment il a fait pour s'en sortir, pour quitter vraiment sur la moto. Il suit actuellement des soins aux urgences d'un hôpital de la ville. Pris de panique, le chauffeur du camion impliqué dans cet accident s'est enfui avant de revenir sur les lieux. Je descendais comme ça. Subitement, le camion de citernes de la SCDP, il a tourné devant moi. Devant moi, donc il n'y avait même pas moyen. J'ai freiné, ça n'a pas donné. C'est pour ça que j'ai viré de ce côté, puisque c'était le seul endroit qui était un peu libre. Puisque moi, si je dosais même sur la citerne, ça pouvait prendre feu. En attendant les conclusions de l'enquête ouverte par un élément du commissariat du 7e, les parties débattent sur un probable arrangement. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement vient de donner sa version des faits sur les tueries observées dans l'arrondissement de Santa, région du Nord-Ouest. Selon le ministre de la Communication, l'armée a mené une opération spéciale pour mettre hors d'état de nuire des individus présentés par le gouvernement comme des terroristes et accusés de perpétrer des viols et des agressions depuis près de 2 mois sur des populations. Des précisions avec Marcelin Gansop. Les images ont fait le tour du monde, avec un doigt accusateur pointé en direction des forces de défense camerounaises, accusées par certains d'avoir sauvagement assassiné une vingtaine de jeunes dans le village Menka, arrondissement de Santa, dans le nord-ouest. Alors que la polémique enfle, le ministre de la Communication est monté au créneau pour rétablir la vérité des faits tels qu'ils se sont déroulés. Issa Chiroma Bakari parle d'une bande de criminels qui sèment la terreur depuis 2 mois dans plusieurs localités de l'arrondissement de Santa. Tirant en effet profit de la suspension de la brigade de gendarmerie d'Achon, près de Batibo, les assaillants ont utilisé de nouveaux couloirs de contournement
des dispositifs de nos forces de défense et de sécurité pour installer des cantonnements à part entière. Véritable base opérationnelle, ces cantonnements leur permettaient de rayonner sur plusieurs kilomètres en réseau dynamique, se livrant ainsi à leur activité de terreur, d'extorsion de la population, de trafic de drogue, d'enrôlement forcé de jeunes gens et de viols répétés sur des jeunes filles dans différentes localités. Le 23 mai, alors que plusieurs actes criminels sont portés à leur charge, les terroristes, à en croire le porte-parole du gouvernement, ont élu domicile dans un motel au village Menka. Cet établissement appartient à un jeune natif de ce village. Tentant de s'opposer à la prise de force du motel par les assaillants, la mère du propriétaire, une femme du 3e âge, sera passée à tabac par les criminels au point qu'à ce jour, elle se trouve toujours dans un état critique. Des renseignements puisés à bonne source permettent aux forces de défense et de sécurité d'organiser une opération spéciale qui se déploie dans la nuit du 24 au 25 mai dernier. La dite opération a engagé 30 éléments. La progression s'est faite tôt le matin du 25 mai 2018 et la mise en place autour de l'objectif vers 5h30. Une sentinelle de la bande criminelle s'étant alors aperçue de la manœuvre a ouvert le feu en donnant l'alerte. Au lieu de se rendre, les terroristes ont riposté par l'exécution de 5 otages. Je précise ici que c'est l'un de ces otages tués par les assaillants dont la photo a été maquillée pour être présentée sur les réseaux sociaux comme pendu du fait des forces de défense et de sécurité. Au bilan, 27 terroristes sont neutralisés. Un est recueilli, un autre blessé est pris en charge par la santé militaire. On enregistre également un blessé côté forces de défense et de sécurité. Parmi les terroristes, seul l'un d'entre eux, une femme, a accepté de se rendre, ce qui lui a permis d'avoir la vie sauve. Le gouvernement, par la voix de Issa Chiroma Bakari, est formel. Il ne s'est pas agi d'un massacre de pauvres citoyens, mais bel et bien des terroristes qui n'avaient que trop sémé la terreur dans l'arrondissement de Santa. Ces images qui ont suscité la consternation à travers le Cameroun et au-delà des frontières camerounaises. Sur ce plateau, avec nous, le vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, Cyril Sambaka. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de suivre la version du gouvernement sur les événements qui se sont déroulés vendredi dernier dans l'arrondissement de Santa, région du Nord-Ouest. Le gouvernement qui dit que l'armée a mené une opération spéciale pour neutraliser des bandes de terroristes qui sémaient la terreur, agressaient les populations et violaient justement les jeunes filles dans cette localité-là. Comment appréciez-vous cette sortie du gouvernement et leur version des faits? Disons que j'espère que c'est vrai. J'espère que c'est vrai parce que vous savez, quand il y a la guerre, c'est pour ça que nous refutons la guerre avec la dernière énergie. Parce que la communication en temps de guerre est une communication propagandiste. Donc que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des terroristes, des sécessionnistes, c'est de la propagande. Donc elle est entachée de propagande, il faut recouper, il ne faut pas prendre tout pour parole d'évangile. Le président du SDF, Ni John Fondi, s'est rendu sur les lieux. Il a estimé que le gouvernement est responsable de la situation. Selon lui, cette crise anglophone a laissé prospérer sur le terrain des bandes armées qui profitent de la situation de chaos et d'instabilité dans plusieurs localités pour anarquer les populations, pour les agresser. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, ça c'est certain. Vous savez, la zone du nord-ouest et du sud-ouest, c'est une zone frontalière où se déroule effectivement de grands trafics. Et quand cette zone est en guerre et qu'il y a l'armée partout, il est évident que ces gens ne peuvent plus opérer leur trafic qu'ils faisaient. Donc ils se rabattent dans le banditisme, le grand banditisme. Ils se confondent aux sécessionnistes. Et puis ma foi, c'est des exactions, c'est des rapes, c'est des enlèvements. Donc ce n'est pas surprenant. C'est pour cette raison qu'on dit quand on peut éviter la guerre, il faut l'éviter. Parce que quand elle est enclenchée,
Alors à ce moment-là, tout est permis, parce qu'en territoire de guerre, tout est permis. Dans ce contexte de crise sociale, sécuritaire dans les régions anglophones, le président de la République vient de trancher sur une autre crise qui était observée à Elekam. La nomination d'un nouveau directeur général des élections est loin de rassurer l'opposition, le SDF, qui dénonce une démarche visant à mettre cette institution au service du RDPC, le parti au pouvoir, le principal parti de l'opposition qui compte manifester sa désapprobation en cas de manipulation flagrante du corps électoral. Des précisions dans ce reportage de Emmanuel Diop et Guy Zogo. La nomination de nouveaux responsables à Elekam, dont le directeur général Eric Essoussé et son adjoint Abdoul Karimou, ne trouvent pas grâce aux yeux de l'opposition. Pour le SDF, il s'agit des militants du RDPC. C'est M. Biya qui nomme ses membres du RDPC, des classiques du RDPC à la tête d'Elekam, que ce soit M. Essoussé ou M. Abdoul Karimou, des anciens, ce sont des ex du MINAT qui ont déjà eu à critiquer les partis d'opposition. Il y a 2 semaines à peine, M. Abdoul Karimou était dans une radio de charger les partis d'opposition. Le principal parti de l'opposition souligne par ailleurs qu'Abdoulaye Babalé a été limogé pour avoir voulu nettoyer les écuries d'Ojia à Elekam. Avec Abdoulaye Babalé, on a fait des courriers. Vous avez dit qu'on allait avoir une réponse favorable et qu'il allait arranger la situation des casernes militaires. C'est en ce moment-là que M. Biya choisit de mettre M. Babalé dehors, alors qu'il voulait déjà arranger cette situation de plus de 200 voire 300 bureaux de vote qui sont dans les casernes militaires dans toute l'étendue du territoire national. Preuve pour le SDF que Paul Biya s'apprête à essayer de remporter les élections grâce à Elekam. Le RDPC va gérer des élections. M. Biya prépare son élection tranquillement. Il a déchargé au moins M. Babalé qui voulait nettoyer Elekam, qui apportait un peu de clarté au vu des futures élections. Le SDF indique donc qu'il va continuer ses démarches auprès de l'ECAM, notamment au sujet de l'annulation du vote dans les casernes militaires. Faute de réponse satisfaisante, le parti de Nidjon Fundi prévoit des manifestations, y compris avec les autres partis de l'opposition. Si au 6 juin, on n'a pas de réponse claire de l'ECAM, si au 6 juin, on n'a pas de pourparlers avec l'ECAM par rapport aux élections, je crois que, pas seulement que le SDF, l'opposition tout entière est en train de se préparer pour se joindre à nous et mener ces actions qui seront spectaculaires. Autant dire que l'opposition n'entend pas aller aux élections à venir, la fleur au fusil. Cette nomination de nouveau directeur général des élections intervient à quelques mois d'une probable convocation du corps électoral pour les prochaines échéances électorales au Cameroun. Sur ce plateau avec nous, le vice-président de l'UDC, Cyril Sambaka. Votre regard sur ce changement observé à la tête d'Elekam à quelques semaines seulement d'une probable convocation du corps électoral? Oui, ce que je dois dire, c'est que ce qui était attendu, c'était la refonte des textes d'Elekam. Parce qu'en réalité, le remplacement du directeur, du président, ça n'a toujours jamais rien donné. Et puis, il y a eu beaucoup de conflits. Et si vous vous rendez compte, M. Babalé était au conseil, on l'a mis comme directeur. Ça n'a pas empêché que les conflits entre le conseil et la direction générale continuent. Qu'est-ce qui explique cette situation conflictuelle permanente au sein de l'ECAM? 3 directeurs en l'espace de 9 ans d'existence de cette institution? Tout à fait. Vous voyez, le conseil électoral prête serment. Donc, ils jurent sur l'honneur. Ça veut dire qu'il y a, à l'intérieur de leur gestion, on leur demande une certaine éthique, une certaine morale. Le directeur des élections ne prête pas serment. Mais tout acte que le conseil peut tenir, parce qu'il en a le secrétaire permanent, si lui, il ne signe pas, alors ce n'est pas valable. Ça veut dire que celui qui n'a pas prêté serment a tous les pouvoirs. Ensuite, c'est lui qui tient le cordon de la bourse. C'est la raison pour laquelle il est évoqué ici des problèmes de détournement. Donc, à partir de ce moment-là, les textes même de Elekam mettent en conflit d'avance le conseil
et la direction. Sinon, comment penser que quelqu'un qui est parti du conseil électoral pour être directeur général est toujours en conflit avec le conseil? Le conseil électoral qui a dénoncé une gestion opaque oui. et calamiteuse, ce sont les qualificatifs qu'ils ont utilisés qui entament la crédibilité du processus électoral. Dans un tel contexte, pensez-vous que l'ECAM est capable, dans les toutes prochaines semaines, à pouvoir organiser les échéances électorales, les prochaines élections au Cameroun? Oui, mais c'est pour cette raison que les élections sont très souvent contestées, parce que dès le départ, l'ECAM ne rassure pas. Et l'ECAM ne rassure pas, et quand vous touchez le conseil ne peut rien par rapport au directeur. Et c'est pour cette raison que je dis que le directeur de l'ECAM, c'est le tout-puissant. Alors, les textes lui permettent de mettre un barrage au conseil électoral, et c'est le conseil électoral qui discute avec les partis politiques. Vous voyez, quand ils ont constaté des manquements au niveau de la gestion du directeur, ils n'ont fait que dénoncer parce que la loi ne leur permet pas d'aller plus loin. Ils n'ont fait que dénoncer. Et je dois dire que la direction générale de l'ECAM est accusée de détournement, de gabégie et tout cela. Bon, on est habitué dans ce pays à ce qu'on commence à dénoncer et voir le dossier des détournements 5 ans après. Donc chaque personne qu'on nomme a le loisir de faire ce qu'il veut pendant 5 ans, en se disant qu'avant 5 ans, on ne va pas mettre les yeux sur ce que je fais. Donc tout ça, je vous dis, la première chose, c'est d'abord de changer les textes de l'ECAM, parce que c'est conflictuel. Ça met directement les gens en conflit, et c'est celui qui n'a pas prêté serment qui a tous les pouvoirs. Il y a de nouveaux hommes qui sont placés à la tête de cette direction générale, à la fois Eric Essoussé qui va assurer le rôle de directeur général des élections et Abdoul Karimou, directeur général adjoint. Au regard de leur parcours, le SDF estime que ce sont des anciens au cadre de l'administration territoriale qui sont placés à la tête d'un organe censé être indépendant et débarrassé, dépouillé de l'administration territoriale pour organiser les élections. Pensez-vous que c'est le retour de l'administration territoriale dans la gestion des élections au Cameroun? Ben, l'administration territoriale n'a jamais quitté, puisque même le président du conseil électoral, il vient de l'administration territoriale. Ce que je dois dire, c'est qu'au-delà du fait que ce sont des administrateurs et ce sont des gens qui sont assez pointus, qui connaissent bien le métier, pour le dire, l'orientation qu'ils ont. Je veux dire que le directeur général, on le connaît moins dans le parti au pouvoir, mais son adjoint, tout le monde est d'accord qu'il peut mourir pour le RDPC. Il l'a prouvé à plusieurs titres dans les radios, les télévisions. Donc lui, on le connaît comme un militant du RDPC. Donc il ne faut pas attendre qu'il soit neutre. Il ne peut pas être neutre. Donc moi je dis, ce sont de bons techniciens, mais malheureusement orientés vers la victoire du parti au pouvoir. À côté de ces présidentielles, législatives, municipales attendues, il y a une pression internationale qui monte au sujet de la crise anglophone. Vous avez suivi tout à l'heure la situation qui impacte sur l'organisation du DCE, Advanced et Ordinary Level, dans ces régions-là. Comment appréciez-vous cette mobilisation internationale pour peser sur la gestion de la crise anglophone au Cameroun? Voyez-vous, le Cameroun n'est pas un pays isolé. Le Cameroun est dans le concert des nations. Et le Cameroun, quand il a un problème, vous l'avez vu avec Boko Haram, c'est le monde entier qui a essayé de se mobiliser pour nous aider à combattre ce terroriste-là. Et quand un problème touche le Cameroun, comme la crise anglophone, où tout le monde a demandé, et je pense qu'il y a un an au moins et demi, j'étais toujours sur votre plateau, quand il n'y avait pas encore tout cela, c'était prévisible. Et c'est prévisible que ça aille beaucoup plus loin. Donc, les amis de l'extérieur ont le devoir, n'est-ce pas, de nous assister. Mais malheureusement, certains dans le pays ont estimé que c'était de l'ingérence. Vous êtes favorable pour une médiation internationale, par exemple des Nations Unies ou de la Grande-Bretagne sur cette question de la crise anglophone? Ce qui est sûr, c'est que si les Camerounais n'arrivent pas à résoudre ce problème entre eux,
l'international agira. Ça, il ne faut pas se leurrer. Ça viendra. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons ce dialogue inclusif depuis très longtemps. Mais si ça ne vient pas, et il est certain qu'avec ce qui se passe, avec la barbarie qu'il y a dans cette zone, avec les tueries, hein, il y aura une force d'interposition. Merci Cyril Sambaka. Je précise que vous êtes le vice-président de l'Union démocratique du Cameroun. Mais avant de partir, je voudrais que vous réagissiez quand même sur cette dernière information concernant la crédibilité, la neutralité de membres du Conseil constitutionnel qui ont été écornés après l'inscription du nom de Jean Foumanakam dans une motion de soutien à la candidature de Paul Biya pour la présidentielle 2018. La nouvelle a provoqué un tollé général. Et le RDPC qui a réagi, estimant que c'est une coquille qui s'est glissée dans les noms des signataires de cet appel du Sud. Selon le RDPC, il s'agissait plutôt de Marie Foumanakam et non Jean Foumanakam, qui est membre du Conseil constitutionnel et dont le nom s'est retrouvé dans une lettre, motion de soutien adressée au président du RDPC pour qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Mais ça veut tout simplement dire que les Camerounais doivent être debout. Parce que quand on est couché, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer comme ça, incognito. Il y a eu une réaction et la chose a été corrigée. On doit pouvoir se limiter à ça et savoir que désormais, il faut être extrêmement vigilant parce que des choses peuvent passer qui ne devraient pas. Parlons à présent de l'ombre du gendarme financier international qui plane sur la préparation du budget 2018. Le gouvernement qui s'engage à ranger dans les tiroirs les projets immatures et inadaptés aux besoins des populations. C'est l'une des recommandations du FMI dans le cadre du programme de redressement économique du Cameroun. Et les pouvoirs publics s'y plient afin de pouvoir bénéficier des crédits offerts par les bailleurs de fonds. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. L'exécution des précédents budgets a laissé voir des insuffisances qui pourraient justifier certaines pesanteurs et donner du poids à la critique. Il faut qu'au sein des administrations, la coordination, la préparation du budget soit totale. Nous voulons insister là-dessus parce que par le passé, nous avons constaté dans certaines administrations le cloisonnement entre les acteurs. Ça ne facilite pas la rapidité dans l'atteinte des objectifs et des rendez-vous de la chaîne budgétaire. Nous insistons également sur la maturation des projets parce que certains projets peuvent avoir des difficultés dans la mise en œuvre parce que la maturation a été insuffisante au moment de la préparation du budget. C'est conscient de ces manquements que le ministère des Finances a décidé de lancer un peu plus tôt qu'avant la préparation du budget 2019. Conscient, comme a dit Paul Motazé, que comme on se couche, on se lève. Une bonne nuit de sommeil dépend de la manière dont on aura fait son lit au préalable. Ramener à la réalité budgétaire, il signifie que la qualité du processus d'élaboration de la loi de finances est la condition nécessaire et suffisante de sa bonne exécution. Il s'agit en effet de concilier en permanence la complexité technique à la multiplicité des attentes de la collectivité qui se font de plus en plus pressantes et grandissantes. Le jeu vaut d'autant plus la chandelle que le budget 2019 se prépare dans un contexte particulier, marqué par des défis sécuritaires et la conduite du nouveau programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international et adossé sur la facilité élargie de crédit. Dans un tel contexte, le gouvernement se doit de relever le triple défi de la mobilisation accrue des ressources publiques, de la maîtrise et de la rationalisation des dépenses, et ce en cohérence avec les objectifs du Fonds monétaire international. Vous savez que pour la loi et les règlements, il faut déposer le 30 septembre et pour la loi des finances de l'année, il faut pouvoir déposer le projet de loi le 15 octobre. C'est un défi que nous devons chercher à relever. C'est pour cela que le ministre des Finances a donc lancé le budget un peu plus tôt cette année. 2019, c'est déjà demain. Et la bonne exécution du budget projeté passera par une bonne corrélation entre les potentialités de l'État en matière de recettes, d'une part, et d'autre part, les engagements du gouvernement traduits dans les programmes budgétaires portés par les différentes administrations, ce qui ne laisse aucune place au tâtonnement et à la navigation à vue, observée lors des précédentes élaborations du budget.
L'urgence de la mobilisation optimale des recettes fiscales accroît la pression sur les entreprises camerounaises. Elles ont tenu à le faire savoir lors d'une rencontre avec le ministre des Finances au siège du groupement interpatronal du Cameroun à Douala. Le président du JICAM, qui est le porte-parole du secteur privé, a dénoncé cette pression fiscale qui asphyxie les entreprises. Elles disent avoir perdu près de 8,5 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 5 ans. Pourtant, le poids des impôts impacte sur la rentabilité financière des entreprises. Des propositions ont été faites pour améliorer la politique fiscale du Cameroun afin qu'elle contribue au développement des entreprises. Farel Bounia et Auréole Tchoumi. Les recettes fiscales au Cameroun ont enregistré selon le JICAM une augmentation considérable de 714 milliards de francs CFA entre 2013 et 2018. Au cours de la même période, le PIB, lui, a chuté de 5,4 à 3,2% et le chiffre d'affaires des grandes entreprises a perdu une marge de 15%. Pour le patronat camerounais, voilà la parfaite illustration d'une fiscalité qui étrangle l'entrepreneuriat. Pendant que l'entreprise, l'économie regresse, que les entreprises s'appauvrissent, d'autres ferment, s'endettent et détériorent leur capacité d'autofinancement, l'administration fiscale engrange des recettes fortes, en forte augmentation, au risque de casser l'outil de production qui génère ces recettes. La pression fiscale au Cameroun, c'est le doublement du taux des acomptes mensuels et le minimum de perception de 1 à 2% du chiffre d'affaires pour les entreprises du régime du réel. De la fiscalisation des entreprises sur le bénéfice. Le JICAM souhaite l'avènement d'un nouveau souffle qui imprime une nouvelle dynamique de l'engagement des réformes structurelles et demande un engagement résolu du gouvernement en faveur d'un dialogue public-privé fécond, stimulant et durable. Il est nécessaire de créer un climat de confiance entre les deux parties et de mettre fin au climat de suspicion réciproque qui règne parfois entre l'administration et le secteur privé. Cette crise de confiance est, à notre sens, l'un des principaux problèmes qui ressortent du dialogue État, secteur privé et de l'économie de notre pays. Un document portant contribution du JICAM à la politique fiscalo-douanière du gouvernement a été remis au ministre Lupaul Moutazé des Finances devant de nombreux opérateurs économiques. Il ressort de cette étude qu'il y a une nécessité de changer de paradigme pour notre système fiscal. Lupaul Moutazé a fait une promesse au patronat camerounais d'instaurer un cadre de dialogue permanent pour que l'assainissement du climat des affaires et la sortie de la crise économique qui secoue le Cameroun soit accélérée par la bipartite, secteur public, secteur privé. Un public reportage dans ce journal, le nouveau directeur général d'Orange Cameroun, qui est allé toucher du doigt la réalisation de ces jeunes filles encadrées dans un centre de formation initié par le centre Main dans la Main. Reportage. Bientôt 10 ans et la fondation Orange reste un acteur engagé dans l'action humanitaire au Cameroun. Le directeur général d'Orange Cameroun est allé à l'orphelinat Main dans la Main de Bonamou Sadi pour vivre le temps d'un soir les réalités du monde des orphelins. Une exécution magistrale fort applaudie par les administratifs d'Orange. Puis, dans la chapelle, une mise en conditionnement. Après ces moments de gaieté, de joie et d'intense bonheur, c'est le temps de la visite d'un bâtiment offert par la Fondation Orange. Il comprend des bureaux, des magasins, des sanitaires, une salle d'exposition, 3 salles de classe, une salle de production et une chapelle. Coût de ce bijou, 55,5 millions de francs CFA. À chaque étape de la visite, les enfants exposent et présentent leur savoir-faire.
La salle multimédia aussi est un don de la Fondation Orange. Qu'Orange soit partenaire depuis 15 ans, ça montre aussi notre attachement à partager des valeurs avec des gens qui sont vrais. Avec de façon relativement discrète, puisqu'on ne fait pas de communication autour de cet accompagnement. Et c'est vraiment quelque chose qui est 15 ans de partenariat, c'est rien. Si on prend 15 ans dans la vie d'un enfant, c'est pas grand-chose. Et j'espère qu'on continuera encore longtemps pour accompagner ce partenariat jusqu'à l'âge adulte. Il réitère l'engagement global de la Fondation Orange à pérenniser ses œuvres au service de la jeunesse en détresse. Cet ensemble vraiment d'activités fait que Orange est très très fier d'être un moteur de la vie camerounaise, d'apporter notre contribution. Ça fait très longtemps qu'Orange est au Cameroun et on se sent vraiment camerounais jusqu'au bout de l'âme et on va partout sur le territoire national pour faire notre responsabilité sociale. La promotrice de l'ONG Main dans la main, au-delà de la reconnaissance, se souvient avec nostalgie de ses débuts avec Orange Cameroun. Ça a commencé en 2003. Quand les dames Orange, lors de la célébration du 8 mars, sont venues ici nous voir, alors que nous étions tout petits. Tout ceci n'existait pas, il n'y avait que le bâtiment que vous voyez en face. Et ils ont vu qu'on n'avait rien, ils nous ont amené des bureaux, ils nous ont amené des armoires, et puis 2 machines à coudre. Ils sont revenus parce qu'ils ont trouvé quand même que nous avions fait des efforts avec ce qu'ils nous ont donné. Ils ont donc donné des machines à coudre. Nous ont donné 13 machines à coudre. Avec ces 13 machines à coudre, nous avons pu développer 2 activités très importantes pour nous, c'est-à-dire l'atelier de couture qui nous a permis de générer nous-mêmes un peu de ressources pour le fonctionnement de Main dans la main. Et puis on a développé le côté formation des jeunes filles en situation de détresse. Pour cet ancien pensionnaire, tout le monde devrait avoir une grosse part de sensibilité pour les désœuvrés. Quand tu perds un être cher, c'est une blessure qui ne se cicatrise presque jamais. Mais cette dame, cette maman, parce qu'elle est une maman, elle est un papa pour nous. Elle a fait ce qu'elle a fait pour nous, je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait pu le faire. C'est beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Il faudrait qu'on se rende compte que tu sois orphelin, que tu sois démuni, que tu sois un enfant, tu mérites le même niveau de vie qu'un enfant bien. Main dans la main, un regard, une pensée, un geste. C'est 30 ans d'histoire au Cameroun, 30 ans de solidarité, 30 ans d'engagement. C'est son sérieux, sa gestion efficiente des ressources financières et le sourire qu'elle donne à des centaines de jeunes orphelins qui justifient cet accompagnement sans faille de la Fondation Orange. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, des femmes se prononcent sur une question majeure qui va suivre dans l'émission Parole de femmes. Sont-elles des victimes ou des provocatrices des actes de harcèlement de l'ami de leur partenaire? Elles s'expriment ce soir dans l'émission Parole de femmes, présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur cette même antenne. Equinox Télévision, au-delà de l'image.